Bonsoir, Général Michel Friedling. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes ancien pilote de chasse, général de l'armée de l'air et de l'espace. Vous avez été l'un des principaux acteurs de l'élaboration de la stratégie spatiale de la défense française, publiée en 2019. Vous êtes devenu premier commandant de l'espace de 2019 à 2022. Donc vraiment un des premiers Français, un des Français les plus importants dans le domaine de l'espace militaire. Voilà, on y va. Moi, je peux le dire, vous pas, mais moi, je peux le dire. Et vous avez fondé depuis peu une start-up qui s'intitule Look Up Space, c'est-à-dire regarder en haut l'espace, hein, c'est exact. qui se propose de développer notamment un capteur depuis le sol pour suivre les objets dans l'espace, une forme de GPS de l'espace. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Et d'abord, vous dites beaucoup, on parle des océans, on parle des airs, on parle évidemment des avions, des bateaux, des sous-marins et tout, mais il faut parler aussi de l'espace. C'est le nouveau champ de la guerre, et c'est un champ très important qu'il faut investir, et qui est un champ, moi j'ai appris en parlant avec vous, que c'était un champ, il y a beaucoup de désordre. C'est quand même très... Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de désordre, et il faut un peu réguler tout cela. Absolument. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que l'espace, c'est à la fois un Eldorado et aussi un Far West. Donc il y a tout à conquérir, il y a beaucoup de choses à gagner, il y a des secteurs économiques à découvrir, des marchés qui vont émerger, mais il y a aussi des problèmes aujourd'hui qui se posent, qui ne sont pas réglés en termes de régulation, en termes de lois et donc de capacité pour faire appliquer ces lois. Donc on a cette ambivalence. Alors on reviendra sur l'importance de l'espace et du spatial dans la guerre en Ukraine, mais déjà racontez-nous un petit peu finalement pourquoi aujourd'hui vous dites voler en orbite, c'est rouler en aveugle à contresens sur l'autoroute. Alors, j'utilise cette image parce que le trafic spatial a augmenté d'une manière considérable ces dernières années. Pour vous donner un exemple, il y a 5 ans, en 2018, lorsque j'ai pris mes fonctions à la tête du commandement de l'espace, eh bien, nous avions à peu près, c'est un chiffre qui était relativement stable, je dirais, qui croissait légèrement, 1700, 1800 satellites actifs en orbite. Ce chiffre a été multiplié par 6 ces 5 dernières années, donc on est en train d'atteindre, je pense à la fin de l'année, on sera pas loin des 10 000 satellites, et on attend des dizaines de milliers avant la fin de la décennie. Donc on a une courbe de croissance de ce trafic spatial qui augmente de manière quasi exponentielle, avec le déploiement de ces grandes constellations que vous connaissez, Starlink, bien sûr, d'Elon Musk, mais vous avez également Jeff Bezos qui a sa constellation, qui s'appelle Kuiper, qui va arriver, qui est un peu en retard. Vous avez la constellation de connectivité européenne, IRIS-2, qui va venir, la constellation chinoise GW, qui va arriver, et vous avez des dizaines de projets de constellations sans doute moins importants. Il y a aussi OneWeb, évidemment, que tout le monde connaît. Et donc, ce trafic-là va croître d'une manière, aujourd'hui, presque insoutenable. Alors, avant qu'on voit les dangers que ça représente, on a vu des cartes qui sont tirées de l'Atlas géographique et stratégique de Bruno Tertrais qui nous a présenté il y a quelque temps. Et regardez ces cartes où on voit le nombre de satellites par pays, de satellites tout compris, et de satellites militaires. Donc, en Russie, c'est 146, au total, et 89 militaires. Aux États-Unis, c'est 860 et 167. Mais ça, c'est en 2018, hein. C'est une carte de 2018. Oui, alors le monde a beaucoup changé depuis. Eh bien, c'est ça, justement. Je précise bien que c'était 2018. Et en Europe, alors il y a eu l'autre carte pour l'Europe, parce qu'on voit que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne sont parmi les plus importants, bien sûr. Et qu'en France, on a pas mal de satellites militaires, évidemment aussi. Un petit peu. Oui, alors la France reste quand même une puissance spatiale de premier rang. J'aime bien citer ce que mes homologues et mes camarades américains me disaient lorsque nous nous rencontrions, et nous nous rencontrions régulièrement. Les Américains nous disaient « Vous êtes les alliés les plus capables. You are the most capable ally in space ». Et je crois que c'est vrai, nous avons la France des capacités spatiales. D'abord, la France est la 3e historiquement puissance spatiale, puisque c'est la
troisième qui a maîtrisé à la fois l'accès à l'espace par des fusées et qui a placé de manière autonome un satellite dans l'espace. C'était en 1965. Et depuis, ce savoir-faire n'a fait que se développer. Aujourd'hui, on reste une des nations leaders dans le domaine spatial. Bon, mais ce que vous nous dites aussi, et c'est pourquoi vous avez fondé cette start-up Look Up Space, c'est-à-dire, en fait, c'est quand même un grand désordre dans l'espace, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire un Far West. Donc, il peut y avoir quoi? Quelles sont les menaces? Et pourquoi est-ce qu'il vous faut ce radar que vous aimeriez créer et qui serait soutenu par l'État français? Vous levez des fonds pour cela. Parce que, à quoi servirait-il et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de cela? Alors, Look Up Space, c'est une jeune société qui a été créée il y a moins d'1 an. Je l'ai créée avec Juan Carlos Dolado, qui était un cadre du CNES, l'Agence spatiale française, qui était chef du service surveillance de l'espace. Et donc, en fait, dans cette société, on a réuni le meilleur des deux mondes, civil et militaire. Et nous étions tous les deux préoccupés par l'augmentation exponentielle du trafic spatial, mais également par les centaines de milliers de débris qui sont dans l'espace, qui tournent autour de l'espace. Donc c'est vraiment des centaines de milliers. On compte même plus d'1 million de débris de 1 cm et plus. Et un débris d'1 centimètre lancé à 28 000 km/h, parce que c'est la vitesse dans l'espace en orbite basse, ça suffit à endommager de manière importante des satellites en orbite. Il faut savoir par exemple qu'aujourd'hui, avec le trafic spatial actuel, la Station spatiale internationale effectue à peu près entre 3 et 5 manœuvres d'évitement pour éviter ces débris. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène qui nous préoccupait beaucoup et qui est vraiment préoccupant, c'est l'apparition de ce qu'on appelle les menaces orbitales. Donc on voit apparaître des menaces militaires ou duales, c'est-à-dire qui ont des applications qui sont par nature civiles, mais qui ont des applications militaires, et qui constituent des menaces potentielles pour les autres capacités militaires ou civiles d'ailleurs. C'est-à-dire que concrètement, il peut y avoir des satellites qui sont civils, mais qui peuvent avoir des visées militaires et qui peuvent toucher des satellites civils? Oui, c'est une des caractéristiques. D'abord, il peut y avoir aussi des collisions. Il peut y avoir aussi, les débris, vous en avez parlé, et puis il peut y avoir des attaques, en fait, c'est ça? Voilà, alors les collisions, c'est le sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est l'image que je prends, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voler en orbite basse autour de la Terre, c'est rouler à contresens sur l'autoroute en ayant une très mauvaise vision et de nuit. Donc vous allez voir essentiellement des gros véhicules, donc des poids lourds, vous n'allez pas voir les petits véhicules, pour autant ils sont tout aussi dangereux pour vous. Et donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une capacité en Europe, parce que ça existe aux États-Unis, ça existe sans doute dans d'autres pays, je pense à la Russie et à la Chine. On a besoin d'une capacité souveraine qui permette de détecter, d'identifier et de suivre tous ces objets et de permettre que des collisions, d'éviter des collisions, parce que si ces collisions arrivent, l'espace va devenir inutilisable. On va avoir des réactions en chaîne qui ont été très bien d'ailleurs mises en scène dans ce film Gravity avec George Clooney et Sandra Bullock, où on voit ces réactions en chaîne. Et ça porte un nom, ça a été théorisé par un physicien américain, Kessler. Et ce syndrome de Kessler, ça rendrait l'espace inutilisable. Or ça, on ne peut pas se le permettre aujourd'hui parce que l'espace apporte des services absolument essentiels à notre économie, à notre souveraineté, à notre défense, à notre sécurité, et ça va croître. Alors, ça a aussi une influence très importante sur la guerre en Ukraine, parce que vous m'avez dit, finalement, cette guerre, elle est beaucoup plus spatiale, elle est hybride et intégrale, et l'aspect spatial n'a pas été souvent souligné. C'est vrai, parce que c'est quelque chose. Ce qui se passe dans l'espace a du mal à être retranscrit sur des écrans de télévision. Donc on voit beaucoup, et c'est tout à fait justifié, d'affrontements terrestres, parce qu'aujourd'hui c'est ce qui mobilise sans doute l'information. Mais alors moi je dis que le conflit ukrainien est un conflit qui est à la fois hybride et intégral. Alors qu'est-ce qu'un conflit hybride? C'est un conflit qui allie des modes d'action directs et indirects, conventionnels, non conventionnels, qui se déploient dans des champs qui sont souvent immatériels. Donc c'est de la guerre de l'information, c'est de la manipulation, c'est de l'influence, c'est des fausses informations. Ce sont des modes d'action non conventionnels. Par exemple, vous avez lors de l'annexion de la Crimée, ces forces spéciales russes qui viennent mais qui sont démarquées, donc qui portent des uniformes qui ne sont pas des uniformes militaires. Donc la combinaison de tous ces modes d'action caractérise ce qu'on appelle les conflits hybrides. Et donc, je pense que la guerre en Ukraine n'a pas commencé en réalité le 24 février 2022, mais elle a commencé en 2014. Et dans toute cette phase-là, on a vraiment eu affaire à un conflit hybride. Aujourd'hui, on est rentré, et on continue d'avoir ces modes d'action-là, la guerre dans le champ informationnel, mais également la guerre dans tous les autres domaines, aérien, terrestre, naval, spatial et cyber.
Et donc, on est rentré dans cette guerre intégrale. Alors, pourquoi intégrale ? Parce que je pense que tous les moyens conventionnels sont maintenant impliqués. C'est une guerre qui a des répercussions mondiales, avec des implications géopolitiques, il y a une crise énergétique, une crise alimentaire. Est-ce que l'aide américaine et la supériorité américaine dans le domaine spatial n'a pas été l'arme fatale, je dirais, des Ukrainiens contre les Russes, en l'occurrence? Est-ce qu'elle n'a pas été décisive, cette aide, c'est-à-dire sur le renseignement, en l'occurrence, et qui continue d'ailleurs aujourd'hui? Et est-ce que ça n'a pas été un des atouts des Ukrainiens par rapport aux Russes? Absolument. Alors moi je pense que ça n'a pas été suffisamment dit, et c'est pour ça que j'aime à le redire. Mais cette guerre en Ukraine, elle a commencé bien avant le 24 février 2022. Elle a commencé dans le milieu cyber, avec des actions cyber qui ont commencé dès 2014, mais également dans le milieu spatial. Et dans la nuit même qui a précédé les premiers assauts russes, il y a eu cette attaque massive cyber contre le satellite KASAT, mis en œuvre par la société Viasat, parce que ce satellite fournissait aux autorités politiques et aux militaires ukrainiens sur le terrain des moyens de communication qui permettaient de les relier les uns aux autres, de transmettre des ordres, de faire des comptes rendus. C'est la première attaque. Vous dites, en fait, finalement, le début de l'offensive, c'est d'abord une attaque contre le satellite ukrainien. En tout cas, dans la nuit du 23 au 24 février, c'est la première attaque. C'est une attaque qui a eu des effets massifs, puisque des milliers de terminaux ont été déconnectés, inhibés. Et donc, ça a privé de communication les troupes ukrainiennes. Ça a été d'ailleurs reconnu par le responsable ukrainien de l'autorité de cybersécurité, qui est l'équivalent de notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Et ça a d'ailleurs eu des effets collatéraux ailleurs, puisque vous avez des milliers d'éoliennes qui ont été déconnectées de leur système de contrôle en Allemagne. Mais en tout cas, ça a été la première action. Alors, on peut remonter un peu dans le temps. Il y a eu quand même un signal faible, je dirais. Et je laisse de côté les attaques cyber qui ont eu lieu, qui étaient récurrentes sur les infrastructures gouvernementale ou de production d'électricité, accompagné d'actions de subversion pour expliquer que le gouvernement ukrainien n'était pas en mesure de subvenir aux besoins de la population. Mais il y a eu ce tir de missile russe aussi le 15 novembre 2021 qui constituait, si on regarde un peu en arrière, je pense, un signal très fort. Vis-à-vis sur un de leurs satellites, c'est ce que sur un de leurs satellites. C'était un événement très important puisque les débris ont même touché la station spatiale internationale. Alors c'était un événement important à plusieurs titres. Alors ça n'était pas la première nation à expérimenter ce type de capacité. Alors ça a été un événement extrêmement important parce que c'était un signal très fort de mon point de vue. Pourquoi ? Parce que les Russes considèrent que les Américains ont un avantage compétitif extrêmement important par l'usage qu'ils font de l'espace. Les Russes n'ont pas les capacités que les Américains ont en matière de renseignement, de communication, de connectivité. Et donc les Russes ont dit, nous avons cette capacité, nous sommes prêts à l'employer pour rétablir une forme de symétrie si besoin est. Et d'ailleurs, vous savez que Elon Musk a mis à disposition Starlink aux autorités ukrainiennes et aux troupes ukrainiennes, ce qui a rétabli une forme de connectivité, de communication et rétabli ça, les Russes n'ont pas l'équivalent de Starlink. Non, ça n'existe pas. Enfin, c'est pas dans l'arsenal russe. Ça n'est pas du tout dans l'arsenal russe. C'est-à-dire que les Russes n'ont pas développé de projets, à ma connaissance aujourd'hui, à la connaissance des experts, de projets équivalents. C'est-à-dire de constellations en basse altitude, c'est-à-dire entre 500 et 2000 km de la Terre, qui offre une solution résiliente, c'est-à-dire qui peut résister, vous savez, qui se reconfigure quelque part si on détruit un ou deux satellites, le reste de la constellation va continuer à fonctionner. C'est le principe de la constellation, c'est un maillage en fait. Et donc ils n'ont pas développé ce projet équivalent, les Américains en ont, l'Europe en a maintenant, et les Chinois en ont un, oui, qui est une constellation qui devrait compter à peu près 13 000 satellites, donc vous imaginez le nombre de satellites. Ce qui veut dire que les Russes sont prêts, finalement par ce tir, on dit, nous on est prêts à perdre l'usage de toutes ces orbites basses, parce qu'on y perdra moins que vous. Voilà, et je crois que c'était le message militaire et politique très fort de ce tir du 15 novembre 2021. Est-ce qu'aujourd'hui on peut penser, qu'on peut imaginer que les Chinois aident les Russes dans ce domaine-là face aux Américains, étant donné qu'eux ont ces capacités ? Alors, les Chinois ont développé également, ils ont fait un essai similaire en 2007, donc ils disposent de cette capacité.
Je n'ai pas d'éléments aujourd'hui permettant de dire que les Chinois aident les Russes dans le domaine spatial. Il est certain que compte tenu du partenariat stratégique global qu'ils ont établi avec les Russes, il y a de l'échange d'informations, au moins sur l'observation, parce qu'aujourd'hui on voit très bien que les Russes sont en... Le renseignement est un élément central de ce conflit. Et vous avez vu d'ailleurs, dès le début du conflit, que le secteur privé a apporté des capacités en complément de sans doute ce que les gouvernements américains ou occidentaux pouvaient apporter. On a vu Starlink, bien sûr, mais on a vu aussi toutes les images produites par cet opérateur privé américain qui s'appelle Maxar. Mais il y en a d'autres, Planète et d'autres, qui ont fourni au gouvernement ukrainien des images. Vous vous rappelez sans doute de cette image de colonne de char, cette colonne de char immense. Qui a été bloquée. Exactement, avec le logo de la société américaine en bas à droite. Et je crois que c'est aussi un des enseignements de ce conflit, c'est que les opérateurs privés prennent une part maintenant extrêmement importante. Alors il y a cet exemple dans l'espace, mais c'est vrai aussi dans le domaine cyber, où Microsoft et Google ont joué un rôle important dans la détection des mines cyber qui ont été déposées avant le début du conflit, dans leur neutralisation, mais également dans la documentation des crimes de guerre des Russes. Et quel rôle ça va jouer maintenant ? On attend la contre-offensive ukrainienne. Depuis ces derniers mois, on sait que les satellites américains ont donné un nombre de renseignements, exactement ce type de renseignements, permanence. On se souvient de lieux où il y avait des généraux russes qui étaient réunis et tout d'un coup il y avait une attaque ukrainienne qui est évidemment due au renseignement américain. On imagine bien que ça continue et on a même entendu les Russes il y a quelques semaines dire finalement on peut s'autoriser à cibler des satellites commerciaux parce qu'ils donneraient des informations aux Ukrainiens, ce sont des cibles légitimes de représailles. C'est ce qu'ils ont dit en octobre dernier. Oui, ils l'ont dit à 2 reprises. C'est un haut responsable du ministère des Affaires étrangères russe qui a déclaré ça dans une assemblée d'une commission des Nations Unies. C'est assez inquiétant. Il faut le relier au tir du 15 novembre 2021, qui était en soi, comme je vous le disais, un message politique, à mon sens, et qui s'est repris donc un an après, disant nous nous autoriserons à cibler des infrastructures, même privées, dans l'espace, si nous considérons qu'elles sont des parties prenantes au conflit. Et donc on voit que d'une part, il y a l'importance des acteurs privés, mais en même temps, ça pose des problèmes sur le rôle de ces acteurs privés et dans le conflit et le fait qu'ils soient ou non considérés comme des belligérants par des parties tierces. Mais ça ne s'est pas encore passé. Enfin, à votre connaissance, il n'y a pas eu encore de tels... Alors, il y a eu quand même une action de brouillage massive sur les satellites Starlink. Il y a plusieurs centaines de satellites Starlink qui ont été victimes d'un brouillage massif après la mise à disposition des autorités ukrainiennes. Ça a été résolu assez rapidement, mais on n'est pas encore arrivé à une action cinétique qui, je pense, là, constituerait une ligne rouge importante. Il faut savoir que un tir de ce type-là génère des milliers de débris. Ces débris restent des dizaines, voire des centaines d'années dans l'espace, et donc constituent un risque pour l'ensemble des infrastructures spatiales, quel que soit le pays ou les sociétés qui les mettent en œuvre. Et donc c'est une chose à laquelle les nations occidentales ont renoncé. Sous la houlette des Américains, un projet de résolution coparrainé par la France a été déposé, incitant les pays des Nations Unies à renoncer à ce type d'armes. Et cette résolution a été votée récemment. Et donc ça veut dire que, par exemple, les Chinois n'autoriseraient pas les Russes parce qu'ils seraient aussi touchés. Enfin, un peu comme le nucléaire, je dirais, c'est une forme d'arme assez létale et qui, du coup, touche tout le monde. Ce qu'on dit dans le cas d'un conflit cinétique, ça veut dire qu'il va délivrer des armements qui vont eux-mêmes créer des débris, etc., détruire de manière cinétique des satellites, c'est que si un tel conflit arrivait dans l'espace, personne n'y gagnerait. Voilà, tout le monde perdrait en réalité. Donc je pense qu'effectivement, il y a un discours entre les Chinois et les Russes. C'est un peu ce qu'on dit sur le nucléaire. C'est un peu ce qu'on dit sur le nucléaire. Je le compare parce que c'est un peu ce qu'on dit sur le nucléaire. Donc il y a une forme de dissuasion qui s'installe dans l'espace, et aujourd'hui c'est très clairement la stratégie spatiale de défense française qui a dit on va établir une forme de dissuasion. On ne participe pas à une course aux armements dans l'espace, mais on va développer des armes dans l'espace qui vont nous permettre
d'exercer notre droit à la légitime défense, et donc c'est en soi une forme de dissuasion. Il y a une autre forme de dissuasion qui consiste à rendre l'espace transparent. Aujourd'hui, l'espace est un milieu qui semble transparent, puisqu'il n'y a pas d'obstacle naturel. En réalité, il ne l'est pas, parce que les mobiles se déplacent très vite, il y en a de très grands nombres, on ne les détecte pas tous, on est incapable de caractériser leur comportement, parfois même de les identifier ou de savoir à qui ils appartiennent. Donc je crois qu'il y a un enjeu extrêmement important qui est de pouvoir faire ça, et c'est précisément l'objet de la société que nous avons créée avec Juan Carlos Delgado. Rendre transparent l'espace et éviter les accidents, mais aussi à la fois s'armer, enfin avoir des satellites militaires pour se défendre, et en même temps ne pas arriver à un affrontement dans l'espace, parce que là ce serait extrêmement... Ça serait catastrophique. Et ça serait catastrophique pour tous. Vous allez bientôt en Ukraine. J'aimerais. C'est un projet qui est à l'étude pour un reportage, et donc ça n'est pas encore fait. Il faut que j'obtienne un certain nombre d'autorisations, mais c'est un projet qui est à l'étude. J'aimerais aller effectivement sur le terrain, rencontrer les acteurs et avoir un témoignage de première main sur la façon dont le conflit a démarré, notamment dans le domaine de l'information, du cyber et du spatial, mais également sur le terrain aujourd'hui, parce que les enseignements de ce conflit sont quand même extrêmement nombreux. Alors il faut toujours être très prudent quand on tire des enseignements, parce qu'on a des prismes culturels, on a des tropismes personnels, donc je crois qu'il faut prendre beaucoup de recul, mais ça serait... Par exemple, qu'est-ce qui vous restera essentiellement comme enseignement ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, alors vous avez des enseignements de niveau stratégique, mais sur le plan militaire, moi je dirais qu'aujourd'hui, si je ne devais en citer que deux, je dirais que le renseignement est central. Alors, ça n'est pas un enseignement. On savait déjà ça, ça n'est pas nouveau, on savait déjà ça, mais très clairement, il y a eu une déficience du renseignement russe qui les a conduits dans la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui. Erreur d'appréciation à la fois sur l'état des forces ukrainiennes, mais aussi sur la motivation du gouvernement ukrainien et sur le soutien de la population, qui a été fatale. Deuxièmement, je dirais que si on doit, parce que vous allez avoir sur les plateaux de télé beaucoup d'experts qui vont vous dire il faut plus de chars, plus d'avions, plus de bateaux. Moi, je pense qu'il faut considérer les choses différemment. Je pense qu'en réalité, aucune arme ne fait la différence à elle seule. Et je pense que c'est l'intégration de l'ensemble des effets produits par différentes composantes dans les différents milieux qui est la clé aujourd'hui. Et les différents milieux et les différents champs. Vous savez, dans notre jargon militaire, on parle des milieux, donc terre, air, mer, cyber, espace, et on parle des champs, le champ informationnel, la guerre électronique. Et c'est l'intégration. Et la clé, est-ce qu'ils n'ont pas montré ça, les Ukrainiens, justement, cette intégration, contrairement aux Russes, où on a eu le sentiment qu'il y avait une forme de chaos, de non-coordination permanente? Mais effectivement, c'est à la fois une des grandes forces des Ukrainiens, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, depuis 2014, à réformer toute leur structure et leur doctrine de commandement et de contrôle des opérations militaires, pour intégrer progressivement cette doctrine multimilieu, multichamp, on appelle ça multimilieu, multichamp dans notre jargon militaire. Parallèlement, les Russes n'ont pas du tout évolué. Donc ils ont un commandement qui est extrêmement centralisé, et plus les choses dégénèrent, plus les décisions sont prises de manière extrêmement centralisée. Et donc je crois que c'est ça qui les a aussi conduits dans l'impasse dans laquelle ils sont, au-delà de tout un tas évidemment d'autres problèmes. Si vous étiez sur le terrain, pour conclure, si vous étiez tout près, enfin vous étiez dans l'état-major ukrainien, vous lanceriez la contre-offensive dans quelle partie du pays ou comment? Je crois que c'est une décision qui, à mon avis, doit être extrêmement difficile à prendre. Ce qui est certain, c'est que c'est une offensive qui est annoncée depuis un certain temps. Déjà, on en parlait au moment du premier anniversaire de l'invasion russe en février. Je pense qu'à ce moment-là, les conditions n'étaient pas réunies, notamment la météo qui était extrêmement défavorable. Il y avait aussi sans doute le fait que les armements n'étaient pas encore livrés par l'Occident de manière satisfaisante. Je pense qu'aujourd'hui, les conditions sont plus réunies, la météo s'améliore, les armements sont livrés. Donc le secrétaire général de l'OTAN a fait un décompte encore très récemment des armements livrés. Et il y a une volonté politique de passer dans une nouvelle phase du conflit. Et en face, surtout, je dirais, il y a une vraie attrition des Russes, à la fois humaine et technique, logistique, où on voit que les Russes font appel à des matériels qui sont aujourd'hui, vont chercher dans des stocks très anciens, ils ont perdu beaucoup d'hommes et de matériel, et il y a peut-être une fenêtre d'opportunité pour les Ukrainiens maintenant. Merci infiniment, merci Général Friedling d'être venu sur notre plateau. Thomas Misraki avec vos experts, bonsoir. Bonsoir Ruth. Vous continuez à parler de la situation en Ukraine, et puis du côté russe, vous nous dites finalement les sanctions économiques, on en a souvent parlé.